Bonjour. Alors déjà, je ne suis pas une salope, et ensuite, bonjour à tous, ça fait longtemps. Et je vais arrêter de dire ça parce que, entre chaque vidéo, ça fait longtemps. En vrai de vrai, ne vous inquiétez pas, je suis occupé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous aurez des nouvelles de tout ce que je peux faire maintenant un peu plus tard. J'adore ma vie, vraiment, genre en ce moment c'est trop bien, je fais 1000 trucs, ça fait trop plaisir, je suis plus très actif sur YouTube. Je m'en excuse pour être le plus corporate possible. Je ne vous prends pas pour acquis, des choses arrivent, ça va être très bien. Et restez branchés, restez connectés. Ma vidéo sur l'histoire de Milli Vanilli, ça remonte, hein. Vous a pas mal plu, donc déjà merci pour ça parce que moi aussi ça m'a plu de faire ça. Et du coup, aujourd'hui on remet ça avec une histoire au moins aussi cool. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Je vous garantis que c'est au moins aussi bien. L'histoire de la dernière fois c'était une escroquerie. L'histoire de deux mecs qui ont vendu des millions et qui chantaient pour de faux. Aujourd'hui je vais vous parler d'un mec qui chantait pour de vrai, qui était trop fort, qui a vendu un demi-million, qui a même vendu plus, on sait même pas estimer combien il a vendu. Il est devenu une icône, une légende, et il était pas au courant de tout ça. Et il savait pas qu'il avait vendu des CD, et que c'était devenu, non pas une star de la musique, mais une légende. J'en fais pas des caisses, vous allez comprendre, le pitch est un peu sympa. Comme pour Milli Vanilli, c'est une histoire très connue, mais il se peut qu'elle vous ait échappé. Et dans ce cas, allons-y. Je vous présente Sixto Díaz Rodríguez. Il est né à Détroit en 1942. Il est issu d'une famille d'ouvriers mexicains, dont il est le 6e enfant de la famille. Du coup, ils l'ont appelé Sixto. Parce que le 6e... c'est pas con. Il va baigner dans la musique très jeune grâce à son père, un musicien amateur de blues, et puis il va vivre une jeunesse et une adolescence plutôt précaires. Il est lui-même issu des quartiers pauvres de Détroit. À 16 ans, il quitte le lycée pour faire uniquement de la musique. Et ce, jusqu'au jour où il va s'intéresser au mouvement hippie, et il va tomber en plein dedans. Il va adorer, et c'est là qu'il va écrire ses propres textes et les chantonner avec sa guitare. Et donc du coup, dès qu'il a la vingtaine, il va vivre une vie très humble, en fait. Il va travailler sur les chantiers la journée, et il va jouer de la guitare dans les bars le soir pour arrondir ses fins de mois. Pour l'instant, c'est mignon. Mais ce qui est important de notifier, c'est que Sixto Rodríguez, c'est déjà un véritable personnage. Il était vu par son entourage et par les gens de la ville comme un vagabond. Limite, les gens le prenaient pour un clochard qui errait dans les rues. Parce que c'est ce qu'il faisait. Les gens se demandaient si il avait une maison, en fait. Et même aujourd'hui, on ne sait même pas s'il avait une maison. Bref, il était genre connu dans sa ville comme le clochard mystérieux. On sait pas trop ce qu'il fout là. Et à contrario, pendant ses journées de travail, il était sur les chantiers, mais il était en costard-cravate. Pour moi, l'histoire a à peine commencé que c'est déjà une légende, d'accord ? T'es pas en costard-cravate sur un chantier. Lui, si. Bref, c'est pas anodin si je vous dis tout ça, c'est que c'est quelqu'un qu'on remarque. Et justement, on va le remarquer. Et donc voilà, il fait sa petite vie de hippie, machin, il mène son train-train quotidien, le soir il joue dans des bars. Et comme la vie est bien faite, il y a deux producteurs de musique, Donny Coffey et Mike Theodore, qui, un beau soir, vont aller boire un coup dans le bar où joue justement Sixto Rodríguez. Donc ils sont au bar comme ça, ils boivent un coup, machin, puis ils entendent qu'il y a un gars qui chante, et ils entendent une voix, ils sont choqués. Alors pareil, je peux pas vous mettre d'extraits musicaux, mais allez voir si jamais son histoire vous plaît. Il a une voix hyper atypique. Du coup, bref, et comme ils sont un peu choqués comme ça, ils se disent oh, attends, ouais. Puis ils se rapprochent, tu vois, pour mieux entendre sa voix. Et là, ils entendent un truc en plus de la voix. Ils entendent ses paroles. Et là, ils sont choqués. C'est trop bien écrit, c'est parfait. Et donc là, ils se disent mais attends, mais il faut vraiment que je parle à ce mec. C'est n'importe quoi. Donc ils s'approchent, tac tac, ils lui tapotent sur l'épaule. Sixto se retourne. Et là, ils sont choqués. Le boug est beau, il est beau gosse. Ah, mais quel contour. Bon, peut-être que j'en rajoute un peu là. Et bref, c'est ainsi que Rodríguez va signer en label chez Sussex Records pour qu'enfin on puisse mettre en lumière son talent. Sa musique est comparée à du Bob Dylan. C'est-à-dire que c'est pas juste un random avec sa guitare, tu vois, comme il y en a des milliers. Non. Celui-là est beaucoup trop intéressant. Et donc à l'époque, c'est un truc de dingue. Et ça mise tout sur Rodríguez. Tout est déjà parfait. Il n'y a plus qu'à. Et donc là, c'est le début d'une aventure. Il enregistre son premier album, Cold Fact, en 1969. Et les producteurs foutent le paquet. Ils déploient tous les moyens possibles. Les meilleurs musiciens, les meilleures sessions d'enregistrement, il va enregistrer à Londres et tout, il déplace. Ils font en sorte, ils misent tout sur Rodríguez, ils font en sorte que ce soit une dinguerie. Et donc l'album sort, et le bid, mais total. Genre vraiment, on a vendu combien ? 50 CD ? Ah c'est pas fou 50, hein, c'est pas... Je connais des gens, ils vendent plus quand même. Bon, heureusement l'histoire ne s'arrête pas là. Sinon c'est super triste. Mais ils perdent pas espoir et ils enchaînent avec un deuxième album qui lui s'appelle Coming From Reality. Et franchement,
il est aussi bien que le premier, ils ont autant misé que sur le premier, ils ont déployé les moyens et tout, et vous vous en doutez, le travail paie toujours un jour, mais pas aujourd'hui, non. Ils vendent genre 100 CD. Ah, on a doublé, pas mal. Ouais. Et après 2 échecs consécutifs, Rodriguez qui lui, c'est juste un passionné, tu vois, c'est en plus d'être un génie de la musique, lui il s'en fiche donc il se dit vas-y, cool, mais vas-y, bah on fait un 3ème du coup, un jour ça paiera et tout. Et le label ils lui disent ah t'es chaud de faire un 3ème album? C'est une super idée. C'est une super idée mais ce sera sans nous, d'accord? Allez ça dégage. T'es pas rentable. Et c'est pas super sympa, mais c'est la vie. Donc le label le vire, et il aura pas les moyens de faire un 3ème album. Du coup, en conséquence, il va arrêter la musique. Il retourne donc travailler sur les chantiers, il fait de la peinture dans le bâtiment, du ramassage d'ordures, il est aussi pompiste, il fait plein de petits jobs pour avoir de quoi élever sa famille. Il retourne à sa vie d'errance, quoi, et ce pour la grande majorité de sa vie. Seulement voilà, si l'histoire s'arrêtait là, ce serait juste un échec parmi tant d'autres, comme il y en a eu des milliers. Mais je crois bien que c'est l'heure du plot twist et du mystère qui tourne autour de Sixto Rodriguez, donc là vous allez me dire, mais que s'est-il passé ? Après tout ça, quelques années plus tard, en 1977, un label australien va tomber sur ces 2 albums. Ils vont adorer, jusqu'à racheter les droits et sortir un projet sous le nom de At His Best, qui contient les 2 albums en un, avec des inédits. Et enfin, ça va un peu marcher pour lui. Il va avoir une petite notoriété grandissante en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est super, trop bien, c'est un peu de positif, tu vois, dans cette histoire, mais c'est pas ça qui t'assure une stabilité en tant qu'artiste. C'est vraiment à partir de ce moment-là où ça va partir en couille. Son album Cold Fact va fuiter, on sait pas comment, jusqu'en Afrique du Sud, c'est-à-dire de l'autre côté de l'océan. Qui, quoi, comment, pourquoi, on ne sait pas. Et à cette époque, il suffit d'en ramener un, et après tu fais des vinyles piratés ou des cassettes, et les gens là-bas, ils vont péter un câble, ils vont trouver ça trop bien, et ils vont commencer à faire plein d'exemplaires, plein de copies, pac. Et ça va vite devenir un phénomène, et ce pour plusieurs raisons. Pour vous remettre dans le contexte, on est dans le début des années 80. Et en Afrique du Sud, à cette période, il y avait ce qu'on appelle l'apartheid. Comme son nom l'indique, c'était une politique de mise à part. Pour la faire courte, les Blancs sont arrivés en Afrique du Sud, ils ont dit bon ok les gars, à partir de maintenant, on est chez nous. Donc ils ont pris tous les droits et tout le pouvoir des gens qui étaient là avant, et ils ont écrit des lois qui séparaient les blancs avec les blancs, et les noirs avec les noirs. Bref, c'est très grave, on va pas refaire l'histoire. Je suppose que vous avez déjà tous entendu parler de Nelson Mandela et compagnie, et donc les gens se révoltaient, ce qui est logique. Eh bien sachez que la musique de Rodriguez et Rodriguez vont participer inconsciemment, eux aussi, à la lutte contre l'apartheid. Quand l'album de Rodriguez fuite là-bas, pour plein de gens, c'est la première fois de leur vie qu'ils entendent des paroles engagées, des paroles de révolte, des paroles anti-société. Il y avait une politique de censure à cette époque où le régime contrôlait un peu tout, c'était proche du communisme, hein. Et de fil en aiguille, les musiques de Rodriguez vont devenir des hymnes à la révolte contre l'apartheid. Du coup, ça devient mais surdimensionné. Et avec l'engouement, des producteurs vont racheter les droits, on sait pas trop comment, qui, pourquoi, comment, et ils vont mettre officiellement son album en vente. Rodriguez, très rapidement, il fait disque d'or, voilà. Et donc ça y est, on peut le dire là, ça devient une star de la musique. Et pendant ce temps, je vous rappelle que Rodriguez, il est pas conscient de tout ça. Genre, tout ça, c'est à son insu. Il est pas au courant. Lui, il est sur ses chantiers, il galère de son côté et tout, il fait sa petite vie et tout. Il n'a aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Il n'en sait rien. Et donc, bien sûr, le régime, il est pas content du tout. Il est pas content du tout. Il va interdire les musiques de Rodriguez. Il va aller rayer les CD. Parce que, avec ces musiques, les jeunes comprennent qu'on a le droit d'être contre tout ça. Et ça peut paraître abstrait, mais tant qu'il n'y a pas un gars qui montre l'exemple et qui te montre que tu as le droit d'être contre tout ça, eh ben tu le fais pas forcément, ou alors t'oses pas. Et ça va durer plusieurs années. L'album At His Best va faire disque de platine normal. Sans compter tous les piratages et les copies par milliers. Juste officiellement, il a vendu un demi-million d'albums dans sa carrière, et genre, pour l'Afrique du Sud, c'est énorme, tout en sachant qu'on ne compte pas les piratages. En vrai, c'est très très gros. Et donc il est devenu très très vite au rang d'un Johnny Hallyday pour nous, je parle en termes de popularité. Les gens, là-bas, connaissaient plus Rodriguez qu'Elvis Presley. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et tout ce que ça incarnait, plus tout le mystère autour du chanteur, ça l'a directement placé au rang de légende. Parce que tout le monde l'aimait, tout le monde connaissait les chansons par cœur, tout le monde avait ses albums, mais personne ne savait rien sur lui. Du coup, il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs comme quoi il s'était immolé sur scène, comme quoi il se serait mis une balle en pleine tête, en plein concert, enfin bref, des histoires qui ne faisaient qu'alimenter le mythe autour de Rodriguez. Et pendant ce temps, je vous rappelle que Rodriguez, il n'est au courant de rien. Lui, il est sur un chantier, en costard-cravate. Pour passer le temps, il a passé un diplôme de philosophie.
il est au courant de rien, il n'a aucune conscience de sa célébrité, et pour lui, dans sa tête, ça fait 10 ans qu'il a arrêté la musique. Alors, bien sûr, la question se pose, mais qui a touché l'argent de tous ces albums vendus, genre? Qui a bénéficié de tout ça? Il y a un documentaire qui s'appelle Sugarman, autour de l'histoire de Rodriguez, et dedans, il retrouve les producteurs à la tête des labels concernés à l'époque, et quand on leur pose la question, ça parle chinois. On sait pas trop, et on n'a jamais su où est allé tout cet argent. Ça reste un mystère encore aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rodriguez a touché 0 centime, alors qu'il vendait plus que les Rolling Stones. C'est un fait. Et tout ce mythe autour de Rodriguez, ça va pas durer 4-5 ans. Et après, on rétablit la vérité. Ça va durer 30 ans. 30 ans. 30 ans, c'est l'âge où il a sorti à peu près ses musiques. Et c'est encore 30 ans plus tard qu'il aura connaissance de tout ça. Vous vous rendez compte? Il a passé la moitié de sa vie à être dans l'ignorance du fait que le mec est une légende vivante. Ah, j'étais pas au courant. Oui, parce que oui, un beau jour, il a appris tout ça. Et vous vous demandez sûrement comment ça s'est passé. Il faut attendre 1997 pour que les gens commencent à enquêter sur Rodriguez. Parce que c'est bizarre, mais on sait qu'il est mort. Pour eux, ils le pensent mort. Ils se disent, on sait qu'il est mort, mais on ne sait rien sur ce gars. Et quand bien même, c'est une gigastar. On veut au moins une biographie, on veut au moins en savoir plus, ne serait-ce que pour la mémoire. On ne sait même pas comment il est mort réellement, vu qu'il y a 1000 versions différentes. Juste pour le besoin de l'information, il fallait qu'à un moment donné, des gens se disent, mais attendez, mais venez, on se renseigne sur ce gars quand même. Et c'est alors qu'un journaliste et un disquaire vont s'associer pour enquêter ensemble de leur côté et pour rassembler le peu de pistes qu'ils avaient sur ce mystérieux Rodriguez. Ils vont enquêter jusqu'à en sortir un gros dossier dans la presse et une page internet où tout à la fin, ils vont appeler au témoignage en mettant une mention comme « Si jamais quelqu'un a une quelconque info sur cette personne, contactez-nous, avez-vous connu cet homme ?» Et encore une fois, la vie est vachement bien faite. Grâce à Internet, le blog, publié par le disquaire en question, va traverser l'océan, jusqu'en Amérique, donc faire le chemin retour. Et donc, une personne va tomber sur cet article en question, il va les contacter, et il va leur dire « Allô ? Oui, je vous appelle par rapport à l'article, j'ai connu cet homme. » Ah bon, c'est vrai Et alors, qu'est-ce que vous savez sur lui et tout? C'est génial. La moindre info sera bénéfique de fou, même la petite anecdote, n'importe quoi, racontez-nous, vous l'avez connu où Alors oui, je l'ai connu, en fait, c'est mon père. C'est mon père. Et il est pas mort d'ailleurs. Il va très bien. Je l'ai revu, là. Il va très très bien. Est-ce que la vie, c'est pas incroyable? C'est la fille de Rodriguez qui est tombée sur l'article par hasard. C'est elle qui va provoquer le reveal et le plot twist du plot twist. J'ai qu'une chose à dire, la vie, c'est incroyable. Et à partir de là, la personne qui tenait le blog va rencontrer Rodriguez et lui raconter tout. Mais tout depuis le début. Et forcément, c'est trop absurde comme histoire. Genre, vous vous doutez que Rodriguez, il va pas y croire au début. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris une claque dans le documentaire qui s'appelle Sugarman. C'est que ce mec est d'une humilité et d'une simplicité comme j'ai jamais vu. Il est pur. Il est précieux. Et du coup, vous n'avez jamais entendu parler de ça avant. Jamais. Vous n'avez jamais gagné de l'argent avec la musique. J'ai jamais vraiment fait ça pour en gagner, hein. Mais ça aurait pu changer votre vie, vous en êtes conscient. C'est vrai que c'est cool, mais moi j'aime bien ma vie. Et vous faisiez quoi pendant tout ce temps? Je démolissais et je rénovais des maisons. Parce que j'aime bien faire ça. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la musique. J'aime les deux. Je fais de la vulgarisation sur les interviews que j'ai pu voir de Rodriguez, mais c'est globalement ce genre de réponse. Le type est touchant, plein de sincérité, il s'en fiche un peu, ça te déstabilise, t'es là en mode waouh, mon cœur n'était pas prêt pour autant de pureté et autant de sagesse. Le mec incarne la sagesse. Il n'a pas eu la moindre rancune contre qui que ce soit à aucun moment. L'humilité, c'est ok. Et dans la foulée, l'Afrique du Sud va apprendre que Rodriguez n'est pas mort. Attends quoi? Mettez-vous dans la tête des gens, les gens redécouvrent un mec qu'ils pensent mort depuis 25-30 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, allô? Michael Jackson est vivant. Panique! Et du coup, en apprenant tout ça, il se dit tiens, trop marrant, je vais aller leur dire bonjour, du coup. Et après la révélation, il va aller en Afrique du Sud, du coup, pour faire une petite tournée de 6 dates. Il remplit 6 zéniths. Tout est à guichet fermé, c'est complet. C'est la folie. Le mec revient de la mort dans la tête des gens. C'est un truc de dingue. Il arrive, il sort de son avion. Il y a des limousines, des paparazzis, des flashs, des caméras. Et vraiment, là, il prend conscience, il se dit, c'est quoi ce délire?
Et hier, j'étais en train de retaper un mur, wesh. Et il voit tout ça, et ça l'amuse. Il voit sa tête, en gros, sur des affiches pour les concerts et tout. Et il est en mode, ah, tiens, c'est marrant et tout. I'm from hard working class background. I was recording. It was an incredible time. And so now that this has happened in 1998, you know, it's incredible that what I wrote then applies to today. Thanks for keeping me alive. I played every time I get used to playing now. Et là, Rodriguez, il te met encore une autre petite claque d'humilité dans la gueule, comme ça. Il fait ses 6 dates, comme ça, guichet complet, machin, nanan. Il fait don de la totalité de ses cachets. Il donne l'argent, comme ça, il fait, bah, tenez, prenez, et tout, ça me fait plaisir, allez-y. Il fait des autographes et tout, ça le fait marrer, vu que c'est la première fois de sa vie, vraiment, qu'il vit ça et tout. Il voit qu'il y a des gens qui ont son visage tatoué sur leur corps. Vous vous rendez compte? Donc, du coup, il est ému. Il salue les gens, comme ça, il dit, bon, bah, en tout cas, merci, ça m'a fait plaisir, mais moi, faut que j'y aille, parce que j'ai une pelouse à ratisser. Y a pas de vanne, c'est un fait. Il était juste là en mode, bon allez, moi je rentre chez moi. Et c'est un comportement qui le rend mais encore plus légendaire. Je trouve ça mais incroyable. C'est un humain plus. On le mérite pas. Le mec a vécu sûrement l'une des histoires les plus incroyables que tu puisses vivre émotionnellement en tant qu'humain, parce que personne n'est fait pour vivre ça. Tu dois être troublé. Et le mec, il a à 0 moment bronché. Il est resté fidèle à ses valeurs, à sa ville, à ses proches, à son taf. Tu ne peux qu'admirer, en fait, un gars comme ça. Il a juste, toute sa vie, fait des choses par amour. Et donc, du coup, nous, quand on en parle, et si on nous raconte une histoire pareille, on est là en mode, mais putain, c'est un truc de fou. Alors qu'en fait, c'est lui, l'homme le plus simple. Bref, moi, je trouve ça fou. C'est une leçon de vie où je suis là en mode, waouh, c'est dingue. C'est dingue. Que de l'amour sur cet homme. Et donc forcément, avec une histoire pareille, bah, Rodriguez a fasciné des gens à travers le monde sur les années qui ont suivi. Il a été samplé mais des dizaines et des dizaines de fois, que ce soit dans le rap, dans l'électro, dans tout ce que tu veux. Et il a revécu, encore une fois, une dizaine d'années plus tard, encore un nouveau succès, grâce au documentaire dont je vous parle depuis le début, qui s'appelle Sugarman, réalisé par Malik Benjeloul. J'espère ne pas écorcher son nom. Bref, si cette histoire vous a plu, vraiment je vous invite à aller voir ce documentaire en question, à le trouver, à le louer, faites ce que vous voulez, genre démerdez-vous. Mais ça raconte l'histoire que je viens de vous raconter avec tous les détails. Et honnêtement, ça vaut 1000 fois plus le coup de regarder ce docu que ma vidéo, tu vois, on passe vite fait, tu vois, on est sur un espèce d'hybride où je vous en parle, je vous raconte grosso modo qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Vraiment, je vous invite parce que même ce documentaire, c'est pour ça que je vais rallonger mes propos, ce documentaire a lui aussi une histoire qui est assez dingue. Le réalisateur, qui est Malik Benjeloul, a passé des années de sa vie à le réaliser, juste pour pouvoir retranscrire l'histoire de Rodriguez. Il l'a réalisé, il a dessiné, il a fait les animations, il a fait le montage lui-même sur Final Cut, jusqu'à composer lui-même la bande-son. C'est le seul film qu'il a fait durant toute sa vie, mais il a tout donné dedans. C'est sorti en 2012, et à la fin, il a remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Qui va faire quoi? Son seul film est sorti en 2012, il a remporté un Oscar, et en 2013, il s'est suicidé. J'ai pété l'ambiance. Forcément, après un Oscar et une histoire pareille autour du documentaire, Rodriguez a aujourd'hui la renommée internationale qu'il méritait, et ce, en continuant de vivre paisiblement sa petite vie, là où tout a commencé. Et je trouve ça vraiment beau. J'ai qu'une chose à dire, respect. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, il existe un petit bouton qui me montre que vous l'avez aimé, ou même un petit commentaire, des fois, ça fait toujours plaisir à lire, etc. Faites ce que vous voulez. Allez écouter Rodriguez, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. L'histoire est folle, mais contrairement à Milli Vanilli, où je suis pas forcément fan de la musique, là, je suis totalement fan aussi de la musique. Donc du coup, voilà. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez vous aussi. Bref, voilà mes conseils pour les curieux. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis au revoir. Bisous.